bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV, diffusé sur Figaro TV. Je suis avec Damien Canivez, ça va Damien? Oui, super. Le dernier de la semaine, le week-end arrive. Le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin, c'est toujours ce qu'on vous garde ici. Vous allez découvrir notre chef d'entreprise, invité du jour, entrepreneur avisé, ingénieur pointu, docteur en microélectronique. Et depuis l'an dernier, un visage connu des téléspectateurs dans Qui veut être mon associé sur M6. Il a fait de la France son terrain de jeu préféré, revendique une vision ludique du travail, une obsession pour l'innovation. Bref, un patron au débit rapide qui enchaîne les projets comme d'autres enchaînent les cafés. On est ravis de l'avoir sur ce plateau. Bonjour Jean-Michel Caram. Bonjour. Merci d'être avec nous. On est ravis de vous avoir. Vous êtes chef d'entreprise, ingénieur et depuis l'an dernier, investisseur dans l'émission Qui veut être mon associé sur M6. Vous publiez votre livre autobiographique, oui. La réussite est en vous, c'est aux éditions Michel Lafon, un livre inspirant dans lequel vous racontez votre parcours, votre vie, vos succès, vos échecs, vos joies, même vos douleurs. Est-ce que aujourd'hui, c'est ma première question, Jean-Michel, 56 ans, c'était le bon moment de dire c'est le moment de le faire aujourd'hui. Oui, Pourquoi aujourd'hui? Il y a une raison? Oui, en fait, franchement, jusqu'à 50 ans, on va dire, j'étais complètement obsédé par mes projets, essayer de développer mon business, etc. Et à 54 ans, et tous mes copains disaient la crise des cinquantaines, etc. Moi, j'ai rien senti. Et c'est à 54 que moi, j'ai eu vraiment un coup très, très, très dur. Et parce que en fait, j'avais un sentiment que j'avais plus rien à faire dans ce monde. En fait, rien. J'avais perdu toutes mes envies. Je me rappelle, Memscap, cette année-là, une de mes sociétés en bourse, elle était sur le plus haut du podium en développement de l'action, parce qu'elle a fait plus 900% cette année. Et tout le monde me rentrait, me disait, mais Jean, t'es un génie, machin. Je dis, oh là là, 900%, machin. La recovery, la meilleure du marché et tout. Et moi, je m'en foutais, en fait. J'ai regardé en disant... Vous étiez lassé, en fait, du succès? Et en fait, c'est pas ça, c'est que je disais, dans ma tête, j'avais quelque chose qui tourne, qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Et en fait, je me rattachais à ce monde uniquement par mes enfants. Et j'ai été vraiment dur dans cette période, parce que j'ai dit à mes enfants à table une fois, j'ai dit des choses horribles, parce que j'ai dit, vous savez, je voudrais que vous sachiez que si je suis plus de ce monde, il ne faut pas que vous soyez triste. Parce que j'ai eu la plus belle vie qu'un homme peut avoir. Je suis quelqu'un d'extrêmement chanceux et j'ai hyper bien vécu. Parce que dans ma tête, franchement, ça a commencé à tourner et je voulais arrêter. Et moi, je sais mettre fin aux choses parce que je viens du Liban, donc les armes, on sait. On a des maîtrises dessus. Et en fait, c'est à ce moment-là que Qui veut être mon associé arrive. Exact, oui. Et je l'accepte. La première fois, j'ai dit non. La deuxième, ça arrive à ce moment-là. J'ai dit, bon, allez, OK, on y va. Et ça vous a redonné un boost, l'émission. En fait, j'ai trouvé un nouveau monde. C'est et ça. Donc, ça m'a excité. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à sentir, je me suis dit, ah bah tiens, j'ai une autre chose à faire. Je vais transmettre. Je vais commencer à transmettre. Et après, avant, je pensais que le pouvoir le plus chic, c'est le pouvoir secret. Être partout, etc., c'est quelque chose qui était l'opposé de ce que moi je suis. Et donc, à ce moment-là, je me dis, bon, si tu veux devenir public, il faut que tu le fasses bien. Donc, j'ai réfléchi à tout. C'est là où j'ai attaqué les réseaux sociaux, j'ai été à la télé, etc. Et je voulais construire moi, je suis très méthodique. Oui. Et je me suis dit, comment je peux faire pour construire votre quelque chose... scientifique, en fait. C'est normal. pour aider au mieux. Donc, il y avait l'émission, j'ai créé Skill, qui est mon bras d'investissement et avec lequel j'interagis avec les entrepreneurs. Après, j'ai lancé ma chaîne YouTube dans laquelle je fais que des podcasts là-dessus, qui s'est développée de manière incroyable. Et il me manquait l'entrée. Et l'entrée est arrivée un peu plus tard aujourd'hui avec le livre, parce que c'est beaucoup plus dur à faire. Et donc, le livre, aujourd'hui, pour moi, est la porte d'entrée dans mon écosystème, parce qu'il est accessible à tout le monde, même si les entrepreneurs trouvent leur blé dedans, mais tout le monde peut le lire. Ensuite, on va aller dans le podcast, apprendre plein de choses, des techniques, etc. Et ensuite, on va dans Skill et tout ce qu'il y a, comme Qui veut être mon associé, mes investissements en direct. Et ça permet d'avoir quelque chose qui est très efficace. Et on va y rentrer dans cet écosystème. Jean-Michel, on va en parler évidemment dans un instant de votre livre. On parlera de Qui veut être mon associé, de cette nouvelle saison qui a démarré hier, bien sûr. Ce sera après les news médias de Damien Canivez.
Et on commence les news médias avec France 2, Damien qui a déprogrammé sa toute nouvelle émission d'aventure. Bah oui, nous avions hâte de découvrir cette nouvelle émission de divertissement intitulée L'Anneau. On en avait parlé ensemble d'ailleurs début janvier, Nicolas, déjà parce que c'est un Koh-Lanta hivernal et aussi parce que c'est présenté par Laurent Luyat qu'on a davantage l'habitude de voir aux côtés des cours de Roland Garros. Et malheureusement, L'Anneau n'a pas rencontré le succès espéré. Seulement un tout petit million de curieux avaient répondu présent au moment du lancement le 30 décembre dernier. Le deuxième numéro qui a été diffusé ce mardi, quant à lui, est tombé à 868 000 fidèles. C'est très peu. Et face à ces chiffres clairement dans le rouge, France 2 a donc décidé de se débarrasser au plus vite de ce programme. Mardi prochain, la chaîne va dégainer donc la suite en deuxième partie de soirée. Tous les épisodes vont être écoulés à ce moment-là à partir de 23h10, donc il va falloir que vous couchiez très tard normalement. Et c'est vrai qu'il faut noter, il souffle un vent assez dangereux quand même sur les émissions de divertissement actuellement à la télévision, puisque il y a quelques jours, M6 a elle aussi diffusé son tout dernier numéro du jeu Pandore en deuxième partie de soirée pour limiter la casse, là aussi suite à de mauvaises audiences. Ils ont liquidé aussi les numéros. Vous, comme ça, aujourd'hui, avec le recul, le plus gros échec que vous avez vécu dans votre carrière, professionnellement, je veux dire, c'était quoi? Alors, il y a eu Memscap qui a eu une période très difficile, vous le racontez dans le livre, qui croulait un peu sous les dettes, mais c'était quoi la période la plus difficile professionnellement, le plus gros échec que vous ayez subi? Honnêtement, c'est peut-être mauvais comme réponse, mais c'est la réponse sincère. J'ai jamais connu d'échec. Parce que moi, j'ai une réflexion de la guerre. Hein. Tout mon langage est un peu comme ça. C'est-à-dire, échec, ça veut dire perdre un emplacement, un territoire. J'ai connu des guerres très féroces sur ces territoires, qui étaient dans toutes mes affaires d'ailleurs. Bien sûr. Mais j'ai jamais perdu un territoire, parce qu'à la fin, j'ai gagné, toujours. Donc moi, j'ai dit, je viens d'un endroit au Liban, des montagnes du mont Liban, où on met un genou par terre, mais jamais les deux, sauf pour Dieu. Donc c'est vrai, j'ai connu des périodes très très dures dans les années 2003, 2013. Là, vous crouliez sous les dettes au tout début des années 2000. C'est pas que les dettes, en fait. S'il y avait les dettes, n'importe qui, on peut chaque boîte est endettée, oublier les choses, etc. Non, là, c'était le marché. En 2003, j'avais 269 salariés, 4 usines vides, 37 millions de dettes, un chiffre d'affaires égal à 0. Je brûlais 3 millions d'euros par mois. Il me restait 3 mois à vivre en cash. Là, c'est une autre histoire. Là, c'est dur, En fait, d'ailleurs, le sauvetage de ça, c'est ce qui m'a fait. Hein. Avant, j'étais un golden boy. Hein. Tout ce que je touchais, moi, je suis quelqu'un de très chanceux. Et là, j'étais dans mon sommet de chance. Par contre, d'habitude, on a des difficultés. Moi, j'ai pas eu une difficulté. J'ai eu un tsunami direct. Il fallait et qui a tué tout le monde. Tous mes concurrents sont morts à l'époque. J'avais 500 concurrents, tous sont morts. Mais c'est là où j'ai appris et c'est là où je suis devenu l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Vous appliquez la doctrine de Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Voilà. Et vous avez appris beaucoup. Damien, on termine avec le chiffre du jour. Et justement, ça concerne qui va être mon associé, 1,3 million. Absolument. C'est le lancement. C'est en millions, absolument. Le lancement de la 6e saison de Qui veut être mon associé, qui était donc diffusé hier en première partie de soirée sur M6. Ça représente 7% du public. Alors, il faut souligner que c'est un score en légère baisse par rapport au lancement de la précédente saison. Mais ça permet tout de même à la chaîne de se classer 3e chaîne nationale, donc de monter sur la 3e marche du podium. Et puis, ça marche bien en replay aussi. Et c'est un public, c'est très investisseur. Devant nous. Hein. Il y avait OM, PSG. OM, PSG. Là, c'est dur. Là, c'est dur. La semaine prochaine, ce sera sans doute mieux. Les chiffres, vous les regardez d'audience, ça vous intéresse depuis que vous y êtes ou pas? En fait, le monde de la télé, c'est un nouveau monde pour moi. Donc il m'intéresse à tout. Et franchement, les gens, ils ne se rendent pas compte du stress que à 9h tous les matins, qui regardent tout, et à 9h, ça tombe. Et tout le monde attend cet instant. Qui regardait comment les vieux, les jeunes. Et puis tout le monde commence à analyser les jeunes, les tranches d'âge. C'est juste incroyable. Et donc, du coup, maintenant, on est dans le jeu, donc on regarde aussi. Et quand on est investisseur, quand on est chef d'entreprise comme vous, est-ce qu'il faut aimer les chiffres? Est-ce qu'il faut vraiment aimer l'argent, d'ailleurs? Parce qu'on entend souvent des grosses sommes, d'ailleurs, hein, même dans Qui veut être mon associé. Est-ce que quand on est à votre place, quand même, l'argent, il faut aimer ça, quoi? Non. Pas forcément. Il faut aimer les chiffres. Moi, je parle à un entrepreneur, je lui dis quel est ton chiffre d'affaires, combien tu as de trésorerie. Si ce n'est pas des réponses automatiques, ça veut dire qu'il est mauvais. C'est clair. Hein. Parce que imagine, tu vas dans le désert et tu ne sais même pas combien de fuel dans la voiture. Enfin, donc ça c'est. Mais par contre, moi j'ai été élevé d'une autre manière. Ça veut dire, ma mère me disait toujours, Jean, ne cours pas derrière l'argent, il court plus vite que toi. Cours à faire des grandes choses, l'argent est une conséquence. Et
moi, ce que je veux, c'est être le premier. Je veux gagner sur mes marchés, je veux changer le monde, etc. Alors évidemment, ceci induit que on gagne de l'argent, etc. Mais la course vers l'argent, l'envie de l'argent a été au début de ma carrière. Oui. Je lance Memscap et dans ma tête, je me rappelle, j'étais invité dans beaucoup d'endroits au lancement parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui levaient de l'argent comme nous, etc. Oui, bien sûr. Enfin, à mon temps, les entrepreneurs étaient moins bons qu'aujourd'hui. Hein. Ils sont beaucoup mieux aujourd'hui. Et à l'époque, j'entendais d'autres entrepreneurs qui disent, on leur posait des questions, mais pourquoi vous avez lancé votre boîte? Parce que je veux devenir mon propre patron. Et moi, je les regarde, je dis, mais il est con. On n'est jamais son propre patron. Tu as des comptes à rendre tout le temps. Donc c'est n'importe quoi. Ça, c'est ceux qui disent. Ceux qui disent, écoutez-moi bien, ceux qui libre, c'est ça. Que je vais faire ça pour être mon propre patron, c'est débile. Il faut arrêter de dire ça. Bien. On est des hommes libres, quand on est des femmes libres, quand on décide d'être entrepreneur, c'est ce qui nous caractérise. Mais c'est pas pour ça qu'on lance une entreprise. Moi, au début, je disais, mais non, j'ai fait ma boîte pour gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Ouais. Et d'ailleurs, les investisseurs qui viennent investir chez vous, si vous dites cette phrase, ils aiment bien, parce que eux, c'est leur objectif. Bien sûr. Évidemment. Donc vous aurez des objectifs communs et ils deviennent vos copains. Ça, c'est très bien, ouais. Mais c'est vrai que une fois que j'ai obtenu ça, je me suis rendu compte en fait que c'est un leurre derrière quoi on court. Et aujourd'hui, moi, je veux chambouler le monde. Quand je joue un match, je le joue pour gagner. Et ce qui m'intéresse encore plus que l'argent, c'est vraiment gagner. Mais c'est intéressant, on en parlera justement de votre rapport à l'argent, puisque vous le décrivez dans le livre, tout comme Damien, qui aime beaucoup l'argent, qui aime moins le dépenser d'ailleurs. J'en ai pas, mais je l'aime bien. Vous aimez l'argent, mais vous n'aimez pas le dépenser, c'est la grosse différence. On passe tout de suite au grand entretien du Buzz TV, nous sommes avec Jean-Michel Karam. Et d'ailleurs, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, il y a deux questions que j'avais rapidement et qui concernent des prénoms, deux prénoms. Le premier, c'est Jean ou c'est Jean-Michel? Parce que tout le monde vous appelle Jean en permanence et personne n'utilise Michel. Pourtant, c'est bien Jean-Michel Karam. Ouais. Vous êtes né Jean? Oui, je suis Jean. Et pourquoi Michel s'est rajouté alors? En fait, en arrivant en France, c'est la femme de la préfecture du 14e arrondissement qui a changé mon nom. D'accord, ok. En fait, j'arrive de France, en France du Liban en 90. Le Liban est en feu et ensemble, donc on ne peut pas avoir des papiers. Et à l'époque, il y avait Pasqua qui était ministre de l'Intérieur, et il fait une parenthèse pour les Libanais, bien sûr, etc. que si on arrive avec un visa de tourisme, on pouvait changer ça si on trouvait des études ou un boulot, on pouvait changer sans sortir de France, etc. Donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui impensable. Bien sûr. Et à l'époque, ça a été fait par Pasqua, donc c'est pour dire comment le monde a changé. Et en fait, j'y vais à la préfecture pour faire ma carte de séjour. Et les Libanais, ils ont sur le passeport, on écrit Karam Jean et le prénom du père, Michel. Oui. Parce que chez nous, il n'y a pas de prénom, on monte dans l'arbre. Ah oui, donc mon père, c'est Michel, après Fouad. Vous n'avez pas les noms comme nous en France, on peut avoir des deuxième ou troisième prénoms. Ouais. Et par contre, en dessous, dans le passeport, c'est écrit nom et prénom de la mère. Ouais. Et par contre, il n'y a pas nom et prénom du père parce qu'il est intégré. Ouais. D'ailleurs, cette idée chez les Libanais de croire que tous les gens ils connaissent leur standard à eux. Oui, bien sûr. Et donc Jean est devenu Jean-Michel. Donc j'arrive et je lui dis, elle m'a dit, vous n'avez pas rempli bien votre prénom. Et j'ai dit, mais si. Elle me dit, non, c'est écrit Jean-Michel. J'ai dit, non, Michel c'est mon père. Elle me dit, c'est écrit Jean-Michel, vous voulez votre carte de séjour ou pas? J'ai dit, si. Elle me dit, ce sera Jean-Michel. J'ai dit, tant que c'est pas Momo, c'est bien. Hein. Bienvenue chez nous, Jean-Michel. Donc, voilà. La réussite est en vous, c'est le titre de votre biographie publiée aux éditions Michel Lafon. Vous racontez votre parcours qui commence au Liban, effectivement. Vous êtes né à Marjeyoun, dans le sud du pays. C'est tout près de la frontière israélienne d'ailleurs. Le troisième d'une fratrie de 4 enfants. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que vous dites, dès le début, n'avoir aucun souvenir de votre enfance. Et tout de suite après, quelques pas après, vous dites, j'ai menti. En fait, j'en ai. C'est quoi le problème? C'est la guerre, en fait, qui éclate en 75. Vous avez 5 ans à ce moment-là. Ouais. Et c'est ça que vous refoulez en vous, En fait, elle commence à 5 ans. Les 2 premières années, je suis épargné. Ouais. Parce qu'on est un peu loin. Mais elle nous rattrape, d'une manière très violente. En 77, en 77, puisqu'il y a le massacre de mon village et il nous pousse dehors. Enfin, il pousse ceux qui sont restés vivants dehors.
Et ça, vous le savez, parce que vous avez frôlé la mort plusieurs fois, d'ailleurs. Ouais, beaucoup. Incroyable. Et ça efface tout. Ouais. C'est ce massacre-là qui a effacé, et c'est les images du massacre qui, jusqu'à maintenant, me hantent, en fait. Les autres images de la guerre, même si j'ai vécu beaucoup de choses plus dures, mais j'étais, on va dire, déjà vacciné par ce vaccin tôt. Et puis après, on s'habitue à la guerre, malheureusement, en fait. Moi, je me rappelle quand le président Macron a dit nous sommes en guerre quand il y a le Covid. Je me rappelle que j'étais devant la télé et il a dit nous sommes en guerre. Et moi, j'ai regardé la télé et j'ai dit oui, on est d'accord. Quelle blague. Quelqu'un qui n'a jamais connu la guerre, c'est une blague. C'est sûr, ouais. Donc non, la guerre, c'est autre chose. Et c'est vrai que vous dites que malgré la guerre, vous avez eu une enfance et une adolescence heureuse. Ce qui peut paraître assez paradoxal sur le papier. Oui. En fait, j'ai de la chance de naître dans le chaos. Mais ma cellule familiale était un refuge extraordinaire. Je suis né dans une famille super aimante, pas aimante. Surtout par votre mère aussi. Oui, maman, papa, maman, c'est l'amour absolu en fait. Moi, je me rappelle jamais que de ma mère lever la voix. Ah oui. Elle a jamais gueulé sur nous même. Ouais. C'est juste incroyable. À chaque fois, je pense à ça, je dis comment une personne peut ne pas gueuler. Ah oui, c'est fou, oui. Surtout qu'on a 3 garçons déjà. Ouais, c'est rare. 3 garçons. Et en fait, c'est très compliqué parce que quand on a des garçons dans une guerre, ils vont à la guerre. Oui, donc, bien c'est pas comme mon fils ici en France. Bon, là-bas, ils peuvent aller faire la guerre. Et s'ils ne vont pas à la guerre, ils peuvent aller ne pas revenir, etc. Bon, ceci dit, au Liban, et je le dis, même les femmes se sont battues. Donc, oui, c'est vrai. Et alors, vous arrivez en France en 90, on a raconté l'histoire de votre visa et de votre prénom. Votre but, c'est d'obtenir votre diplôme. Là, vous intégrez l'ESSIE, qui est une excellente école d'ingénieurs et d'électronique et d'électrotechnique. Et vous allez ensuite au CNRS de Grenoble travailler sur les MEMS, qui va devenir évidemment votre spécialité. Mais ce que vous dites surtout, c'est que c'est 2 ans après, je crois que vous arrivez au CNRS, que vous perdez votre maman, qui meurt à 48 ans d'une maladie incurable. Seulement, c'est le choc de votre vie. C'est aussi ce qui vous a construit pour la suite. On lit dans votre livre, tout d'un coup, tout va bien en France dans vos études, et là, il y a cet arrêt brutal à cause du départ de votre maman. Oui, en fait... 48 ans, c'est jeune, malheureusement, c'est jeune. Et moi, en fait, ça reste quand même l'échec de ma vie, en fait, parce que... Vous n'êtes pour rien, une maladie incurable. Moi, en fait, j'aimais tellement cette femme, j'aime tellement mon père aujourd'hui. Vous lui dédiez le livre, d'ailleurs, Leïla, c'est votre maman. Ouais. Et en fait, je voulais tout faire pour... Mes parents, en fait, on vient d'une famille modeste. Donc au Liban, les études, c'est très, très cher, très, très cher. Et mes parents se privaient pour que nous, on ait des études. Une belle vie, oui. Et j'ai vu ma mère, mon père se sacrifier beaucoup. Et dans ma tête, je disais, il faut absolument que je réussisse pour la faire vivre des choses bien. Et franchement, j'ai tout fait vite. J'ai été en course contre le temps toute ma vie. Et je croyais y arriver, et en fait, et malgré tout, j'ai perdu. En fait, c'est ma bataille. La seule bataille de ma vie que j'ai perdue, c'est ma bataille contre le temps, parce que maman est partie. Avant d'avoir pu voir, effectivement, que vous avez réussi. Ouais, et elle aurait pensé quoi aujourd'hui de votre succès, de votre parcours, à votre avis ? Je le raconte dans le livre. Je pense que mon plaisir l'allègement de ma peine est que je sens qu'elle est présente. Donc, elle le sait. Donc, je pense qu'elle le sait. Elle le sait. Et alors, effectivement, vous lancez votre société, l'aventure la plus folle de votre vie. En 2001, l'introduction en bourse est faite. Valorisation de Memscap, 430 millions, dont vous possédez 27%. Vous dites, je m'endors heureux, j'ai 110 millions d'euros sur mon compte en banque. Qu'est-ce que ça signifie pour vous à ce moment-là, ce chiffre ? Vous réalisez comme ça, quand vous dites, je m'endors ce soir et j'ai 110 millions sur mon compte. C'est quoi la réaction Je me rappelle, quand je préparais l'introduction en bourse, j'ouvre une porte une fois... Qui a duré des mois et des mois, vous avez rencontré des dizaines d'investisseurs. J'ouvre une porte, il y avait tous mes avocats, tous les gens qui travaillent pour moi, et ils s'arrêtent tous. Et ils étaient en train de faire le document de référence pour l'introduction en bourse. C'est un document, c'est la note d'opération, etc. Oui. Et ils s'arrêtent. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Et puis je regarde, ils étaient en train de calculer mon patrimoine. Oui, c'est ça. Si. Les 27% Parce qu'en que vous avez de valorisation. Dans le document, on écrit combien ils possèdent chacun, etc. Et je vois les chiffres, c'est la première fois que je vois le chiffre affiché, c'était quelque chose, je pense, 116 millions, un truc comme ça. 116 millions. Et je le vois sur leur calculette, j'ai dit,
Ah non, mais vous êtes tarés, hein. Travaillez, arrêtez de faire vos calculs. Et en fait, là, c'était encore théorique parce que c'était à quelques jours de la cotation. Mais quand vous voyez les actions cotées et que ça devient de l'argent, vraiment, en bourse, vos actions deviennent de l'argent, cash, direct. Donc là, vous dites, waouh. Ah oui. Merde. Ça existe vraiment. Et à ce moment-là, est-ce que vous avez un train de vie qui augmente considérablement? Est-ce que vous achetez un truc de dingue, par exemple? Parce que j'ai fait beaucoup de choses. Beaucoup de costumes, voitures. En fait, j'avais toujours acheté des costumes, mais j'étais rouge à la banque tout le temps. Les banquiers m'appellent, me disent « Qu'est-ce que tu as encore fait ?» Donc, vous êtes très fan de mode, hein, et on le voit évidemment c'est sûr. quand on voit les émissions. Et en fait, j'ai fait beaucoup de cadeaux au début. J'ai rien reçu, moi, personnellement, mais bon... Non, mais c'est surtout... J'étais gamin à l'époque, même pas né. Vous expliquez comment vous dépensiez justement cet argent, et pourtant vous dites, ça ne me procure quoi le plaisir que j'attendais. Je ressens une tristesse assez profonde au fond de moi. Pourquoi, Jean-Michel? Je pense que moi, je me lève le matin. Je me rappelle de ce jour, je suis dans la région grenobloise, je me lève, je me rappelle vraiment, je m'assois dans mon lit. J'ai un sourire au début en disant « Putain wow. !» Et puis, je ne sais pas ce qui m'arrive, et je regarde comme ça autour de moi, et j'ai une pensée qui arrive dans ma tête, et me dit « Eh bien, les murs sont restés à leur place. » Je me rappelle vraiment de cette phrase. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien qui a changé, en fait. Et ma montre donne toujours l'heure. Je commence à être un peu triste, et moi, je lutte contre la tristesse, toujours. Et je dis, mais non, mais arrête tes conneries, qu'est-ce que tu es en train de... Non, mais c'est génial, hein, Et je me sors de mon lit, etc. Et je pense en fait que je dois, dans mon inconscient, penser que j'ai perdu j'ai gagné la course, mais j'ai perdu ma mère sur la route. Donc, c'est comme si quelqu'un gagne trop tard, quoi, en fait. Et c'est comme si vous faites votre meilleur rôle à la télé alors que tout le monde s'est endormi. C'est ça. Et en fait, et après, ça a été très, 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 très dur parce que c'est la déprime. Et il fallait que je m'en sorte de tout ça au début. Ce que vous dites, le 19 décembre 2023, quand la déprime est arrivée, je n'ai jamais autant souffert physiquement, moralement, ce burn-out. Et un mois plus tard, c'est en janvier 2024, vous regardez Qui veut être mon associé à la télé, et vous êtes sidéré de découvrir cette émission sur l'entrepreneuriat en France. Comment ça se fait votre arrivée dans le programme? Au début, je crois que vous hésitez un peu. Alors, ça vous fait plaisir de voir ça à la télé, mais on vous contacte, vous n'êtes pas très très chaud au début? Ah non, à saison 4, ma directrice de com me dit « Jean, cette émission est faite pour toi, il faut absolument que tu y vas. » Évidemment, c'est sûr. Et moi, je lui ai dit... Non, j'ai vu un petit passage, mais jamais de la vie, jamais de la vie. En fait, c'était un passage où un des investisseurs était en train de parler à un entrepreneur et que c'était pas bien. Ah oui. Il était dur. Et moi, je suis pas dur. C'était Anthony Bourbon, j'imagine, non? Je sais pas, on va pas le citer. On donne pas de nom, mais souvent il est dur. Et en fait, je regarde, j'ai dit, mais c'est n'importe quoi. Et je continue, et quand ça m'arrive, je me suis dit, mais en plus, ça va te faire connaître. Là, moi, je suis très, très connu dans le milieu de la finance, de la tech, de la beauté, etc. Mais là, c'est dans la rue. Ouais. Et non. Donc, j'ai dit non, oublie. Et la saison 5, quand je rencontre Jérémy, donc l'acteur de la production, la première fois, c'est un type qui m'a beaucoup marqué. Je me rappelle beaucoup de notre première réunion. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui s'est autant écouté. Ah ouais. Franchement. Jérémy est exceptionnel là-dessus. Et je lui parlais et je pensais à ça en même temps en disant mais il est brillant ce garçon. Il écoute vraiment. Ouais. Oh. Et à la fin, il me dit franchement, on veut que tu viennes. Moi, j'aimerais bien que tu fasses partie. Et je lui ai dit bon, je vais réfléchir. Ouais. Il m'a dit mais pourquoi tu réfléchis autant? Ouais. J'ai dit mais parce que tu sais être connu. Il m'a dit mais est-ce que tu connais l'émission? J'ai dit pas trop. Il m'a dit je t'envoie les liens de la saison 4 tout de suite. Et il m'a envoyé tous les liens et je les ai écoutés un à un. Ouais. Et vous avez adoré. Et je me suis dit quand même, cette émission, c'est génial. Et qu'est-ce qui vous plaît justement? Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? C'est l'échange avec les entrepreneurs, les porteurs de projets? En fait, vous avez face à vous des gens avec lesquels vous partagez les mêmes valeurs. Ils sont dans vos chaussures il y a quelques années. C'est l'identification hyper simple, hein, très très simple. Mais on l'a vu hier soir encore avec un des premiers cas où vous êtes même ému parce que vous reconnaissez dans ces entrepreneurs. Ouais, et ils jouent leur vie. Et en fait,
et c'est très facile de comprendre qu'on peut vraiment aider ces gens-là, on peut transformer leur vie. Et d'ailleurs, moi, je bouge seulement, mais seulement, à 2 trucs. C'est si l'entrepreneur me plaît, ou femme ou homme, me plaît, et la deuxième chose, est-ce que mon écosystème l'impacte fortement. Si je pense que mon écosystème ne l'impacte pas, d'ailleurs, je le dis parfois, vous êtes bien, mais j'y vais pas parce que je pense pas vous apporter beaucoup de choses. Oui. Et en fait, parce que pour moi, c'est de l'éthique dans l'émission, parce que de l'argent, il y en a. Il y a même beaucoup plus que ce qu'on a, nous. Vous allez chez un fonds, il a plus que les 5. Hein. Oui, donc, du coup, l'argent, il y en a. Par contre, notre expérience qui vient de chercher. Et pour moi, quand j'investis, je m'investis. Et du coup, j'ai besoin de savoir que je vais vraiment le propulser. Ouais. Et c'est ce qui me fait bouger. Et évidemment, c'est quelque chose qui vous procure énormément de joie, en fait. Il nous reste 1 minute. Je voulais juste avoir votre avis sur l'entrepreneuriat en France. Comment vous considérez aujourd'hui l'entrepreneuriat en France ? On a vu dans un sondage Opinionway paru l'an dernier que 25% des gens ont envie de créer leur entreprise. Pourtant, la politique souvent d'aide aux entreprises, les complexités administratives sont critiquées. Éric Larchevêque, à votre place l'an dernier, était assez critique là-dessus. Qu'est-ce qui manque dans la mentalité française pour réussir ? Est-ce que c'est ce syndrome, par exemple, de l'échec que les anglo-saxons et les américains ont bien intégré ? Qu'est-ce qui manque en France en moins d'1 minute, Jean-Michel? En fait, je pense que les mentalités ont changé. Avant, on échouait, c'était très catastrophique. Hein. Là, aujourd'hui, non, les choses ont changé. Ça va, on a compris. Les entrepreneurs actuels sont meilleurs que leurs pairs, beaucoup mieux que leurs pairs. Donc, on a ce qu'il faut du point de vue entrepreneur. Des émissions comme Qui veut être mon associé, des livres comme celui-là, les podcasts, etc., les émissions comme celle-ci, en fait, ont permis aux entrepreneurs de briller et en fait sont devenus les DJ d'aujourd'hui. Ce qui manque dans ce pays, c'est vraiment des dirigeants qui ont un discours de vérité, qui disent les vraies choses pour les gens et qui créent un territoire pour nos entrepreneurs pour briller. On est meilleur que les Américains, on a des ingénieurs qui sont meilleurs que les Américains, on est mieux, mais ils ont une dimension, ils ont un territoire, ils ont une facilité administrative, une facilité de règles sur lesquels ils se battent, avec beaucoup d'argent. Et nous, on se bat avec beaucoup moins d'argent. Et il faut qu'on gagne, mais ça ne suffit pas. On vient nous mettre encore des fardeaux sur les dos. Et c'est ce qu'il faut que nos dirigeants comprennent. S'ils font ça, la France devient un pays d'entrepreneuriat d'exception. Merci beaucoup Jean-Michel pour cette note d'optimisme qu'on gardera. Je rappelle que votre livre La réussite est en vous est disponible aux éditions Michel Lafon et que vous êtes dans Qui veut être mon associé toutes les semaines sur M6 tous les jeudis. Damien, on sera là dès lundi, nous, pour des rediffusions et mercredi, on sera au Grand Palais pour le bicentenaire du Figaro avec des invités exceptionnels que vous retrouverez au Buzz TV. Bernard de la Villardière, Laurence Ferrari, Michel Drucker seront avec nous. Ne manquez pas ça la semaine prochaine. D'ici là, passez un bon week-end et merci encore pour votre fidélité.